La semaine dernière, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin Barrette, a annoncé le dépôt du projet de loi 56, modifiant substantiellement le droit de la famille au Québec, encadrant mieux le droit et les devoirs des conjoints de fait avec enfants. Antoine Malenfant, normalement, là, le droit de la famille, ça vise à protéger, je dirais, l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que, selon toi, cette nouvelle loi accomplit cet objectif-là? Je vais avoir une réponse super plate, Simon. Oui et non. Ça commence toujours mal, les réponses en oui et non. Commençons par le oui. De quelle manière c'est positif pour l'enfant? Ben, je pense que ça vient... en fait, la loi, là, elle va permettre, par exemple, l'arrivée d'un enfant dans un couple va, en quelque sorte, solidariser le couple dans son patrimoine, OK? Ça va être beaucoup de termes techniques, là, je vous avertis. Par exemple, on a une maison ensemble, moi et ma conjointe, et là, la simple arrivée d'un enfant, même si on n'est pas marié, va faire que ce patrimoine-là qu'on a constitué ensemble va devoir être séparé équitablement en cas de rupture. Comme si on était mariés, en fait. Ben, c'est comme si l'arrivée de l'enfant venait créer le mariage, en quelque sorte, d'un point de vue légal. Est-ce que c'est rétroactif, ça? Est-ce que ça se dit de parents qui ont déjà des enfants? Non? Non, c'est seulement pour les cas qui suivent l'inscription de la loi là, au code. Donc là, c'est bien pour l'enfant de quelle manière? Bon, alors, c'est bien pour l'enfant. Je pense que, mettons, imaginons, là, parce que tout ça est parti du... Le législateur s'est penché là-dessus parce qu'il y a eu un célèbre procès d'Éric contre Lola il y a quelques années de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, c'est quelqu'un de très riche, un homme très riche qui avait une conjointe manifestement moins nantie que lui. Et là, au moment de la rupture, elle a plaidé pour avoir une partie du patrimoine commun, sous prétexte qu'ils avaient un enfant ensemble. Mais lui avait peut-être choisi de justement pas la marier pour protéger son patrimoine. Bon, alors ce que ça protège surtout, c'est le conjoint le plus pauvre. Et on peut penser que le fait que ça protège le conjoint le plus pauvre dans cette situation-là, ou l'ex-conjoint, devrait-on dire, ça va bénéficier au bien de l'enfant, parce que surtout si l'enfant vit avec ce conjoint-là, ben, il va pouvoir en bénéficier comme par ruissellement. Là où ça devient un peu plus compliqué, en fait, on peut dire aussi que l'État, dans ce cas-ci, se substitue à l'individu dans son... pour protéger les personnes plus vulnérables, hein, parce que c'est ça, dans un grand déséquilibre de ressources, on pourrait espérer là, que la collectivité ou que les gens eux-mêmes veillent à cette équité-là. Mais comme tu le dis, Simon, des fois, il y a des gens qui vont choisir spécifiquement de ne pas se marier pour éviter de devoir partager en cas de rupture. Je comprends bien comment ça peut aider les conjoints les plus pauvres, souvent les mères, les enfants. Ouais. Comment ça pourrait nuire à l'enfant? Bon, ce que ça implique, l'arrivée de cette nouvelle loi-là, la loi 56, je le répète, là, c'est que ça crée le concept d'union parentale, donc, qui transforme l'union en espèce de mariage de fait, en tout cas dans ses conséquences en cas de rupture. Et là, ce que ça fait, c'est que... je pense que ça vient encore plus mettre en lumière que dans nos sociétés aujourd'hui, le fait qu'on ne se marie pas, ça fait reposer beaucoup l'union sur l'enfant. Alors, en cas de rupture, c'est comme si indirectement, l'enfant se dit, ben, si le couple reposait sur, ou existe de par mon existence, l'absence de couple, la rupture du couple, nécessairement induit l'idée que finalement, peut-être que c'est à cause de moi. Tu dis ça parce que si je comprends bien, c'est le fait de l'arrivée de l'enfant qui manière légale, qui va, c'est ça, faire les conjoints de qui fait l'union. L'arrivée de l'enfant fait l'union. Alors, le principe du mariage, qui est une institution qui paraît archaïque là, aux yeux de plusieurs, mais qui n'est pas si folle que ça, c'est que ça institue le foyer par la parole. Avant l'arrivée de l'enfant. Ça a l'air complètement décalé de dire ça aujourd'hui, là, mais l'échange d'un consentement, oui, je t'accueille, je te reçois, tu me donnes, etc. Tout ce qu'on voit dans un beau mariage, on échange les alliances, tout ça, on applaudit, un gros baiser, ça crée la famille avant, ça crée le couple, le foyer, avant que l'enfant arrive. Donc, s'il y a rupture, l'enfant, la rupture repose moins symboliquement, on s'entend, tout ça est de l'ordre de l'inconscient, du symbolisme, mais repose moins la rupture donc sur les épaules de l'enfant.
Est-ce qu'on n'est pas étrangement en train de redécouvrir le lien naturel entre mariage et enfant? Les gens ne se marient plus. J'ai lu que 40% des couples au Québec vivent aujourd'hui en union libre. Et là, on se rend compte que, en fait, ça prendrait quelque chose comme un mariage pour le bien des enfants et de la famille. En même temps, là, je t'écoutais, puis si j'ai eu 3 enfants avec 3 femmes différentes, mon union parentale, j'en ai 3 en même temps, bon, je suis polygame, je comprends pas bien. Ce que la loi prévoit, c'est que la première union parentale prime. Alors, on peut pas contracter une nouvelle union parentale. Évidemment, on peut avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Ça suit le droit canon. Ton vrai mariage, c'est le premier. C'est le premier, et là, sauf s'il y a rupture de la première union, là, on peut engager une deuxième union, en tout cas légalement. Bref, tout ça est très, très complexe, mais ce que ça révèle, surtout, oui, Simon, tu as tout à fait raison, ce que ça révèle aussi, c'est qu'il y a bien des couples, ça va faire des chicanes dans les cabanes, là. Il y a bien des couples qui s'unissent, qui ont un enfant ensemble, mais qui décident de ne pas se marier, au moins parce que au moins un des 2 membres du couple qui n'a pas envie d'embarquer dans toutes les conséquences légales d'un mariage en cas de rupture. Ils ont peut-être toutes les 2 des enfants avec des ex-conjoints conjoints. Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose presque du mariage forcé là-dedans? Ben, c'est ça. Alors, il y aura moyen de se retirer de cette union parentale-là par un acte notarié. Bon, imaginons... Avant d'avoir eu l'enfant. Ça, je sais pas. Mais oui, je pense que oui, avant d'avoir eu l'enfant. C'est une conversation bizarre à avoir avec une nouvelle date. Oui, tout à fait. mais ça va devoir se faire, cette conversation-là, parce que de facto, l'union parentale va survenir en cas d'arrivée d'enfant. Ça a l'air un détail, là, mais ça va susciter des très fortes discussions dans bien des couples qui s'accommodaient, du moins pour un des 2 membres du couple, qui s'accommodaient d'une union de conjoints de fait, mais là, qui vont devoir vivre avec les conséquences d'un mariage, finalement, en cas de rupture. Ça va exiger plus de délibération, pas au sens seulement de discussion, mais aussi au sens d'intentionnalité. On va moins s'engager dans des relations comme celle-là en se disant que c'est libre et sans attache. Alors, en ce sens-là, peut-être que le bien supérieur de l'enfant va être servi parce qu'il y aura eu cette discussion-là, puis on sera moins dans l'illusion des conséquences légales d'une telle union. Peut-être que ça va décourager les couples à faire des enfants. Très bonne déduction, James. On peut spéculer là-dessus, en effet. Ou à faire un enfant pour pas que ma maison revienne à mon ex-conjoint. Ouais, c'est ça. On va voir. On voit comment tu penses, Simon. Ouais, c'est ça. Antoine Malenfant, on va arrêter tout de suite cette chronique. Tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Fait plaisir.